Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Allô. Ah, merci pour la ponctualité. Je pensais qu'on aurait des soucis à ce niveau vu que tu m'as dit que tu rentrais tout à l'heure. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'être là ce soir. On est un peu sous pression parce que, comme tu sais, les gens veulent regarder le match, c'est un peu compliqué. Moi, je suis supporter ce soir. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que les gens n'ont pas encore rejoint le live. J'espère qu'ils ont compris que c'était à 19h aujourd'hui parce que d'habitude, c'est à 20h. Donc, j'ai mis à 19h pour essayer voilà, de ne pas déranger pendant le match. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cette nouvelle édition du Mardi Médical. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons parler ce soir de la drépanocytose en compagnie du docteur Diallo, qui est pédiatre en service au Centre national, j'ai oublié le nom de l'hôpital, elle va le rappeler tout à l'heure, qui est pédiatre en service dans un hôpital à Dakar. Donc, on va parler de la drépanocytose ce soir, mais le format sera un peu différent, étant donné que nous jouons un peu sur le temps. On ne va pas faire la présentation comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle va faire sa présentation, ensuite je vais faire un résumé, et ensuite nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc, elle va faire une présentation, mais qui sera un peu plus interactive, c'est-à-dire que je vais lui poser des questions au fur et à mesure pour essayer de l'orienter sur certains éléments clés, et donc elle va répondre au fur et à mesure. De même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la fin de cette interaction entre elle et moi, on prendra vos questions et elle essaiera d'apporter des réponses. Donc, je donne la parole pour la présentation et on va commencer. Pour ta présentation à toi. La présentation à moi, ok. Oui, tu es. Voilà. Moi, je suis docteur Fatoumata Diallo. J'ai fait ma médecine générale au Cameroun à l'université de Buea, Faculty of Health Sciences. Puis, j'ai travaillé environ 7 mois à l'hôpital à Cantini en pédiatrie. Puis, je suis allée en spécialisation à Dakar. J'ai terminé ma spécialisation récemment. Donc, en fait, pratiquement tout. Nous espérons que le docteur va revenir au Cameroun. On a besoin d'elle au Cameroun. On espère aussi. Donc, d'accord. Nous allons commencer. Alors, docteur, j'ai préparé une série d'environ 15 questions pour toi ce soir. J'espère que ça ne va pas t'embarrasser. Alors, la première, c'est la plus simple. Qu'est-ce que la drépanocytose en quelques mots, s'il te plaît? D'accord. La drépanocytose, déjà, est une maladie héréditaire. Donc, elle est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive sur le plan clinique. Donc, ça veut tout simplement dire que si on est AS, on ne va pas faire la maladie, mais si on est SS, on a S et S, on va faire la maladie. Et elle est autosomique codominante sur le plan biologique. Ça veut tout simplement dire que sur le plan biologique, on a S chez ceux qui sont non, qui se portent bien, et on a aussi S aussi chez ceux qui se portent mal. Donc, et puis, elle se caractérise par la présence de l'hémoglobine S, qui est une hémoglobine anormale au niveau des hématies, ce qui fait en sorte que les hématies peuvent se transformer et avoir cette forme, on appelle ça une falciformation, dans des contextes hypoxiques. Et après, ça va entraîner plusieurs caractéristiques. Je pense qu'on va en parler plus tard. Merci, docteur. Alors, tu as parlé dans tes réponses de l'hémoglobine. Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur ce que c'est que l'hémoglobine ainsi que son rôle, s'il te plaît? En fait, l'hémoglobine, c'est une molécule qui se trouve au niveau du globule rouge. Donc, elle est faite de 2 strands. On a la globine, on a l'hème. Et puis, au niveau génétique, on a les chaînes bêta. On a 2 chaînes bêta et on a 2 chaînes alpha. Donc, et son rôle est de transporter l'oxygène vers plusieurs parties du corps, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des variabilités de la drépanocytose d'un sujet à l'autre? Est-ce que si je suis drépanocytaire, j'ai forcément les mêmes caractéristiques que quelqu'un d'autre qui est drépanocytaire? Est-ce qu'il y a des variabilités à ce niveau? Non, il n'y a pas c'est pas les mêmes caractéristiques chez tout le monde. Parce que déjà au niveau de la drépanocytose, si on va au niveau de l'électrophorèse, par exemple, quand on fait l'électrophorèse pour savoir si on est drépanocytaire AS ou drépanocytaire SS, et puis il y a aussi d'autres formes, il y a CS, il y a la drépanocytose, la thalassémie, la bêta-S thalassémie et tout. Donc au niveau de la drépanocytose SS, il faut qu'on ait un pourcentage d'hémoglobine S
pour pouvoir dire que c'est une drépanocytose SS. Donc, ça doit être de 75 à 95%. Et maintenant, en fonction du pourcentage, ça va influencer les manifestations cliniques. Par exemple, si on a un taux qui est de 75%, qui est plus bas, on va faire moins de formes, moins de crises vaso-occlusives majeures, comme par exemple le syndrome thoracique aigu ou les AVC ou le priapisme. Par contre, si on a 95% et tout, on va faire des crises sévères et on aura tendance à faire plus de crises durant l'année. Donc maintenant, au niveau des AS aussi, en général, ils ne font pas de crise. SC, là, ça va aussi dépendre parce qu'on a l'hémoglobine C et S qui sont au même niveau. Donc généralement, il n'y a pas de crise. Et maintenant, au niveau de la thalassémie aussi, ça c'est autre chose, ça va dépendre. Merci, docteur. Alors, j'aimerais déjà rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre que la forme est un peu différente aujourd'hui parce qu'on est pris par les temps. Donc, c'est une interaction, c'est un jeu de questions-réponses qui se fait entre l'invité et moi, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire qu'on prendra par la suite. Alors, docteur, j'aimerais savoir, s'il te plaît, quelles sont les manifestations cliniques de la drépanocytose? Ok, les manifestations cliniques, on a déjà la phase qui est intercritique, on a la phase critique. Et après cela, on a des complications qui sont différentes. Maintenant, dans la phase intercritique, on a ce qu'on appelle la triade de Chauffard. Donc, et là, on a une anémie, on a une hémolyse et on a une splénomégalie. Donc, si on part au niveau de la physiopathologie pour décrire comment est-ce que l'anémie survient. Donc, on a déjà le globule rouge. Le globule rouge normal contient l'hémoglobine qui est normal. Donc, il est rond, il est souple et il est résistant. Par contre, dès qu'on a l'hémoglobine S à l'intérieur du globule rouge, le globule rouge devient un peu plus fragile, il devient rigide et il a tendance à faire des falciformations et il devient comme un C. Donc, quand on a des crises vaso-occlusives, ça veut dire que déjà le sang passe au niveau des vaisseaux. On a des vaisseaux qui sont comme ça et le sang passe au niveau des vaisseaux. Si on a les globules rouges qui sont normaux, ça va passer au niveau des vaisseaux normalement. Mais dès qu'on a une falciformation, ça veut dire que c'est comme des C. Ça peut s'entremêler et former un gros paquet, ce qui va bloquer les vaisseaux et ça va faire en sorte que le sang ne va pas arriver au niveau des organes. Et si le sang n'arrive pas au niveau des organes, on a cette hypoxie-là et après on a une ischémie et on a des facteurs d'inflammation qui vont venir créer une douleur et tout. Et c'est comme ça qu'on aura des crises vaso-occlusives. Et après, ces crises vaso-occlusives, déjà vu qu'il y a une hypoxie, ça va encore aggraver, ça va aggraver, ça va causer encore une autre falciformation. Donc en fait, ça va juste aller en rond et ça va causer cette crise vaso-occlusive-là. Et maintenant, concernant, on a aussi, je parlais de la phase, je pense que je me suis même éloignée parce que je parlais de la phase intercritique où on a l'anémie et tout. Et puis, on a les crises vaso-occlusives dans la phase critique, dont j'en ai parlé. Et puis, on a aussi un retard du développement staturopondéral dû au fait qu'il y ait cette anémie chronique, cette maladie chronique. L'enfant ne va pas grandir normalement. Et puis, si on revient toujours dans la phase critique, quand on va parler des crises vaso-occlusives, chez les enfants de 6 à 18, de 6 mois à 18 mois, on n'a pas ces crises typiques vaso-occlusives qui sont au niveau des os, au niveau abdominal. Ce qu'on a, c'est plus au niveau des mains, au niveau des pieds. On appelle ça, c'est un syndrome pied-main ou une dactylite. Donc, le sang n'arrive pas à bien circuler au niveau des mains. Donc, ce qui fait qu'on a cette ischémie-là, on a cette hypoxémie-là, et les mains deviennent gonflées, ça devient rouge, ça devient chaud et ça devient douloureux. Donc, en général, c'est ce qu'on a chez les enfants chez les nourrissons de 6 mois à 18 mois. Et après, maintenant, cette phase intercritique critique, on a des complications qui surviennent. Maintenant, pour les complications, on peut les diviser en complications aiguës et des complications chroniques. Maintenant, dans les complications aiguës, on a les infections. Parce que tout part toujours de la physiopathologie de la maladie. Pour les infections, il faut comprendre qu'on a un organe au niveau de l'abdomen qu'on appelle la rate. C'est situé au niveau de l'hypocondre gauche, là au niveau. Et généralement, on ne palpe pas la rate. Et le rôle de la rate, c'est vrai que la rate au niveau de l'abdomen, mais ça ne sert pas dans la digestion. Donc, si on parle de la drépanocytose, on va parler de deux rôles. On peut dire, OK, le rôle rouge et le rôle blanc. Maintenant, le rôle rouge, là, c'est plus au niveau de la description des globules rouges. Et maintenant, le rôle blanc, c'est plus au niveau de la production des lymphocytes T, des lymphocytes B qui vont lutter contre les infections. À un certain âge, vu que chez les drépanocytaires, le sang, les globules rouges sont détruits beaucoup plus fréquemment.
que chez les personnes normales qui ne sont pas drépanocytaires. Donc, la rate fonctionne beaucoup trop, donc elle va gonfler, elle va se fatiguer après, et après elle va rétrécir et elle va disparaître. Donc, ce rôle infectieux-là ne sera plus là pour lutter contre les infections, ça ne sera plus là aux alentours de, après 5 ans. Et avant 5 ans, chez les enfants, avant 5 ans, si on a cet hyposplénisme ou on a cette asplénie fonctionnelle, ils ont des risques plus élevés de faire des infections sévères parce que leur système immunitaire n'est déjà pas très développé. Donc, on a des germes particuliers qu'on retrouve chez les drépanocytaires, par exemple comme Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Strep pneumoniae, Salmonella typhi et non-typhi et Escherichia coli. Donc, on a ces infections-là. Et dans les infections, on peut avoir des infections pulmonaires, des infections osseo-articulaires, des infections des voies respiratoires hautes, et on peut aussi avoir des méningites. Maintenant, après les infections, on peut parler de l'anémie. Maintenant, dans l'anémie, on peut séparer l'anémie en 3 causes. On peut avoir l'hémolyse, la destruction de l'hémoglobine, ce qui va faire en sorte qu'on aura un pigment qui s'appelle la bilirubine qui va être libéré et donner cette coloration jaune qu'on a souvent chez les drépanocytaires au niveau des yeux. Et puis, on aura aussi, toujours dans l'anémie, on aura l'érythroblastopénie aiguë transitoire. Là, c'est plus dû à une infection, on l'appelle à un virus, on l'appelle le parvovirus B19. Donc, généralement, chez les personnes qui ne sont pas drépanocytaires, ça ne cause pas vraiment de manifestations, ça passe inaperçu. Mais chez les drépanocytaires, déjà qu'il y a cette anémie qui est chronique, l'érythroblastopénie va aller au niveau de la moelle osseuse et ça va empêcher la moelle osseuse de produire les globules rouges et tout. Donc, ça va aggraver l'anémie qui était déjà présente. Et après, on a aussi ce qu'on appelle la séquestration splénique. Là, ce sont les globules rouges, le sang qui part se coincer au niveau de la rate. Donc, la rate va prendre un volume anormal, toujours dû au fait que les globules rouges vont aller bloquer les vaisseaux au niveau de la rate. Donc, on aura une douleur et on aura une anémie, mais on n'aura pas d'ictère là. Donc, et c'est d'apparition brutale. Et la prise en charge est vraiment différente. Donc, il va falloir faire la différence entre cela et les crises hémolytiques pour pouvoir avoir une prise en charge, vu que là, on ne fait pas de transfusion, vu que le sang, il est dans le corps, c'est juste qu'il est coincé quelque part, il faut qu'on le libère. Donc, après, on va parler des crises vaso-occlusives, qui sont des crises, il y a des crises vaso-occlusives majeures. Et là, c'est plus au niveau du syndrome thoracique aigu. Là, ce sont les vaisseaux qui sont au niveau du thorax, au niveau des poumons, qui sont bouchés, il n'y a pas de sang qui arrive. Donc maintenant, au niveau de la présentation clinique, ce qui se passe, c'est qu'on a une difficulté respiratoire, on a une toux, on a une fièvre, on peut avoir ou pas l'hypoxie. L'hypoxie n'est plus obligatoire quand on parle du syndrome thoracique aigu. Et au niveau de la radiographie, on a des images comme si on a des infiltrations. Donc, en général, au niveau de la clinique et au niveau de la paraclinique, on ne peut pas faire de différence entre le syndrome thoracique aigu et une pneumonie. Donc, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on fait une scintigraphie, là, on peut avoir une différence. Je ne pense pas que ce soit disponible au Cameroun, mais quand on fait une scintigraphie, on a une différence parce que le problème dans le syndrome thoracique aigu, c'est un problème de perfusion. Par contre, dans la pneumonie, c'est un problème de ventilation. Donc, c'est où on aura cette différence. Ça va nous dire, OK, ça, c'est un syndrome thoracique aigu et ça, c'est une pneumonie. Donc, après ça, on peut avoir des AVC, toujours les vaisseaux au niveau du cerveau qui sont bouchés, qui sont obstrués et tout. Donc là, on aura une présentation, on peut avoir des céphalées, des hémiparésies, des paraparésies, tout dépend et tout. Et après, on a aussi le priapisme. Le priapisme, c'est chez les garçons. En fait, c'est une érection spontanée qui est douloureuse et qui est persistante. Et c'est une urgence. Donc, après, maintenant, ces crises vaso-occlusives, je pense que là, on peut parler des manifestations chroniques. Et dans les manifestations chroniques, on peut avoir une lithiase biliaire. Donc, dans la lithiase biliaire, vu que le sang, il est détruit, il est trop détruit et tout, donc on a cette bilirubine qui est produite en excès et qui part au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ce qui peut former des cailloux au niveau de la vésicule biliaire. Et quand ces cailloux bougent et vont au niveau de l'arbre, ça peut boucher, ce qui cause des douleurs et on les appelle les coliques biliaires. Donc, on a cette douleur-là, on a la douleur, on a le l'ictère qui apparaît et puis on peut avoir un signe de Murphy et voilà.
Et maintenant, ça peut aussi se compliquer par la suite avec une cholécystite qui est une infection de la vésicule biliaire, une cholangite, une pancréatite et même créer une septicémie à point de départ biliaire. Et après ça, comme complication chronique, on a aussi des rétinopathies, donc les vaisseaux au niveau des yeux qui sont bouchés et tout. Donc ça diminue l'acuité visuelle. Et là, il y a plusieurs différents stades. Après, on a les néphropathies, c'est toujours au niveau, ça c'est au niveau des reins. Et ça peut commencer par une protéinurie et après s'aggraver, me causer une insuffisance rénale. On a aussi des ulcères au niveau des jambes. Vu que quand on a une plaie, pour que la plaie guérisse, il faut qu'il y ait une bonne irrigation. Donc, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Pourtant, dans la drépanocytose, il n'y a pas cette bonne irrigation-là. Quand on a des CVO, tout ça, on n'a pas cela. Donc, les plaies prennent beaucoup plus de temps à guérir et là, ça peut se transformer en un ulcère chronique. Et après, on a aussi l'ostéonécrose aseptique. Là, c'est juste, on peut l'avoir généralement là au niveau du fémur ou on peut l'avoir rarement au niveau de l'humérus. Donc, et là, on a une boiterie, on a une douleur au niveau de la hanche. Et c'est juste dû au fait que, OK, l'os n'est pas assez bien nourri, donc l'os va avoir moins d'oxygène, moins de nutriments et après, il va mourir. Donc là, généralement, c'est un traitement symptomatique et on peut parfois remplacer la hanche. Et je pense avoir fait le tour sur les complications, la présentation clinique et les complications. Merci, docteur. Je crois qu'avec cette réponse, tu as répondu à pas mal de questions que j'allais poser par la suite. Mais j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui influencent la survenue de ces crises, s'il te plaît. D'accord. Pour les facteurs qui influencent, je pense qu'il y a tout tourne autour de l'hypoxie, tout ce qui peut causer une hypoxie. Donc là, on va parler aussi des infections. Donc, dès qu'on a une infection ailleurs et tout, ça peut causer une crise vaso-occlusive. Dès que nous sommes en situation dans un endroit où il y a moins d'oxygène, ou par exemple, on va toujours, si on a une pneumonie, on respire mal, on a moins d'oxygène qui passe, ça va toujours causer cette crise vaso-occlusive là. Si, par exemple, on est habitué à, je sais pas, être aventurier, à grimper des montagnes, au-dessus de la montagne, on a moins d'oxygène, ça peut causer cette crise vaso-occlusive là. Si on a un changement brutal aussi de température, quand il fait très chaud ou il fait très froid, ça peut créer cette crise vaso-occlusive. Et dans des circonstances de stress aussi, et quand nous sommes déshydratés, ça veut dire que le sang, il est trop épais. Et donc là, on peut avoir cette falciformation-là et créer des crises vaso-occlusives. Et dans des contextes de déshydratation, ce qui peut causer des déshydratations, on peut avoir des vomissements, on peut avoir une diarrhée. Et justement, même le fait de ne pas boire assez d'eau peut causer ces crises vaso-occlusives. Et aussi... Allô, docteur, on ne t'entend pas très bien. Là, tu as dit quand on est déshydraté, ça s'est coupé, on ne t'a pas suivi. Je dis quand on est... Après, le fait de faire pas en altitude, tu as parlé de la déshydratation. Ok. Je disais, quand on est déshydraté, et la déshydratation peut être causée, soit faite par le fait qu'on ait une diarrhée, qu'on vomisse ou qu'on ne boive pas assez. Donc là, le sang est très épais et ça peut causer des falciformations. Et maintenant, je disais aussi qu'il faut tenir compte du fait de ne pas porter des vêtements très serrés. Parce que quand on porte des vêtements très serrés, ça comprime une partie du corps. Donc, on a moins de sang qui circule, on a moins d'oxygène et on peut créer des crises vaso-occlusives ainsi. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, quels sont les examens diagnostiques et les examens de suivi d'un drépanocytaire? D'accord. Pour les examens diagnostiques, on peut diviser dans les examens d'orientation et les examens de certitude. Maintenant, pour la biologie d'orientation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une numération formule sanguine et on va faire un taux de réticulocytes. Donc, à la NFS, ce qu'on a, c'est une anémie normochrome normocytaire. Est-ce que ça s'est coupé ou pas? Non, allez-y, donc. Je dis, on peut avoir, on a une anémie normochrome normocytaire et le taux de réticulocytes est supérieur à 150, mais ce qui veut dire que c'est régénératif. Donc, le problème n'est pas au niveau de la moelle, mais c'est au niveau périphérique. Et maintenant, on peut faire un frottis sanguin qui va nous montrer les corps de Joly qui sont signes d'un hyposplénisme. Et après, on peut faire un bilan d'hémolyse. Pour le bilan d'hémolyse, on va faire la bilirubine totale et la bilirubine indirecte. On aura un taux de bilirubine totale qui est très élevé et à prédominance indirecte, donc à prédominance libre.
Et on peut faire l'aptoglobine qui sera normale, les LDH qui seront bas, pardon, et les LDH qui seront élevés. Et maintenant, dans le bilan de certitude, ce qu'on fait, on peut faire un test d'email. Mais le test d'email, en fait, c'est juste mettre l'hémoglobine dans des situations de stress. Et là, maintenant, on va voir s'il y a une falsification ou pas. Et ça nous dit juste que, OK, il y a l'hémoglobine S quelque part. Ça ne nous dit pas si c'est AS, si c'est SS. Et ce n'est pas très fiable parce que ça dépend de la personne qui fait cette analyse-là. Et après cela, on peut faire, il y a des TDR, des tests de diagnostic rapide, comme on fait pour le palu, comme on fait pour la COVID. Mais je pense pas que ce soit disponible au Cameroun et tout. Et puis, généralement, ce qu'on fait, c'est une électrophorèse de l'hémoglobine qui va nous dire, OK, est-ce que c'est un profil AS ou c'est un profil SS, avec le profil SS qui a un taux qui est entre 75 et 95%, AS qui a un taux qui est inférieur à 45%. Donc, et maintenant, on peut faire aussi une PCR. La PCR est faite, on peut faire la PCR chez le fœtus à partir de la 8e semaine et chez les nourrissons inférieurs à 6 mois. Parce que quand le bébé naît, il naît avec un taux d'hémoglobine F très élevé. Il n'a pas d'hémoglobine S. Donc, si on fait une électrophorèse, on n'aura pas de résultats fiables jusqu'au au 6e mois où on peut commencer à avoir le taux d'hémoglobine S qui augmente. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la dactylite ou de syndrome Pierre qui apparaît à 6 mois jusqu'à 18 mois et pas avant. Donc, ça, je pense que ça, c'est pour le diagnostic. Je ne sais pas s'il y avait une autre question associée à ça. Pour le suivi également. OK. C'est-à-dire régulièrement. D'accord. Régulièrement pour le suivi, déjà quand on a un patient drépanocytaire, quand il vient en consultation, la première chose qu'on fait, comme j'ai dit, c'est l'électrophorèse, on fait une NFS qui va nous donner un taux d'hémoglobine. Ça, c'est l'hémoglobine de base qu'on aura. Oui. Et après, maintenant, on aura l'hémoglobine de base. Donc, on va donner des rendez-vous. On va donner des rendez-vous. À chaque rendez-vous, on peut faire tous les 3 mois, on peut faire une NFS pour voir en fonction de la présentation clinique. Est-ce qu'entre-temps, est-ce qu'il a eu des crises vaso-occlusives? Comment est-ce qu'il va? On pose des questions et tout. Et maintenant, on fait chaque année, on fait des TDM, un TDM cérébral pour savoir si qu'il avait fait un AVC. Parce que certaines fois, ils font des AVC qui passent inaperçus. Donc, on a juste des lésions ischémiques qu'on retrouve au niveau de la TDM. Et c'est très utile pour le traitement. Et je pense que le suivi vraiment dépend, le suivi varie d'un patient à un autre. Et ça dépend aussi de la présentation clinique du patient. Donc, on ne peut pas établir un suivi pour tout le monde. Donc, on ajuste en fonction du patient qu'on a et la présentation qu'on a et en fonction des complications qu'on a eu à avoir auparavant. Donc, en général, c'est ça. Et puis, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'acide folique aussi aux patients. Oui. Quand on donne de l'acide folique, c'est plus par mesure préventive pour prévenir une anémie carentielle. Donc, ce n'est pas pour traiter, c'est pour la prévention d'une anémie carentielle déjà ils sont dans un état d'anémie chronique et tout. Et après, ce qu'on peut faire toujours dans le suivi, c'est faire des vaccinations. Il y a des vaccins spécifiques, on va continuer à leur donner des vaccins comme l'antipneumocoque, méningocoque, typhi. Et aussi, quand on parlait des infections, on a oublié l'hépatite B, le VIH, qui sont transfusés tout le temps. Donc, il faut aussi vacciner contre l'hépatite B et ce genre de trucs. Et après, maintenant, chez les enfants qui ont un âge inférieur à 5 ans, on met sur antibioprophylaxie à base de pénicilline et tout. Donc, vraiment, ça varie d'un patient à un autre. D'accord. Donc, s'il te plaît, petite question. Par rapport à l'antibioprophylaxie, est-ce qu'il ne développe pas des résistances à la longue, vu que c'est sur le long terme que ça se fait? Maintenant, en fait, pour les résistances, c'est vrai qu'ils peuvent développer des résistances, mais le souci, c'est qu'on doit peser le pour et le contre. Entre le fait qu'ils développent des résistances à la pénicilline et le fait qu'ils fassent des infections très graves. Donc, on pèse le pour et le contre, vraiment, ça va. On est obligé de les mettre. D'accord. La question suivante est celle de savoir, est-ce qu'il y a des métiers qui sont d'emblée interdits aux drépanocytaires? D'emblée interdits, il y a certains métiers qui peuvent favoriser des crises vaso-occlusives. C'est vrai quand j'ai parlé des facteurs déclenchants, j'ai oublié de dire des activités physiques très intenses. Donc, par exemple, on va parler du sport à haut niveau. Donc, ce sont des activités en général très intenses où ils doivent se surpasser.
c'est pas que, je vais pas dire que c'est interdit. Je pense que s'ils sont bien suivis et tout, ça dépend de tout un chacun. Mais en général, tout ce qui peut déclencher des crises et en fonction de la présentation du patient, du taux d'hémoglobine, du pourcentage d'hémoglobine S et tout, voilà. Mais on peut pas formellement interdire un métier à quelqu'un. Non. Parce que je pense avec l'avancée de la médecine aussi, vraiment, ça peut aller. D'accord, merci. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une estimation de l'espérance de vie moyenne d'un drépanocytaire, Hum, notamment en Afrique? Non, je n'ai pas cette estimation-là. Je pense, j'ai pas cherché, j'ai pas fait de recherches dessus. Je pense, que je vais faire des recherches dessus et après, D'accord. Donc, on va nous laisser plus Mhm. tard. Merci. Alors, quel est le spécialiste de santé qui est qualifié d'un drépanocytaire? Ça dépend de l'âge du drépanocytaire. Si c'est un enfant, ok, c'est un pédiatre. Il y a maintenant en pédiatrie, il y a des sous-spécialités. Donc, il y a l'hématologue et même il y a ceux qui sont des drépanocytologues qui sont spécialisés en drépanocytose. Et maintenant, chez l'adulte, c'est l'hématologue. Merci. Alors, est-ce qu'un drépanocytaire peut vivre sans jamais faire de crise? Est-ce que c'est possible? Hmm, je pense que c'est possible. En Afrique, peut-être ça peut être rare, mais je pense que c'est possible. Parce que Oui. si on fait un dépistage précoce, on va savoir que le patient il a une drépanocytose. Donc, on va prendre des mesures pour prévenir ces crises. Parce que même dans le traitement, le but du traitement, c'est la prévention des crises. Donc, si on arrive déjà à prévenir ces crises-là, ça veut dire qu'on fait très bien notre travail. Et je pense que c'est vers cela qu'on veut aller en tant que médecin, faire la Oui. prévention de ces crises-là. Merci, docteur. Alors, ma question suivante aura plusieurs cibles. La première cible, c'est au drépanocytaire. Quelle solution est-ce que vous proposez pour la lutte contre la drépanocytose au drépanocytaire? Au drépanocytose. Au drépanocytaire, aux personnes qui portent l'allèle S notamment. On a C'est-à-dire au drépanocytaire et à la population. On va dire Oui, ça à la comme ça. population et aux drépanocytaires, faire son électrophorèse, ça c'est la première des choses. Faire son Oui. électrophorèse, parce que je pense qu'on n'a pas parlé de l'épidémiologie au Cameroun, mais on a Oui. 25 à 30% de drépanocytaires AS et SS. Donc ça veut dire que si on passe, ça veut dire que c'est 3 personnes sur 10 qui portent ce gène, qui portent soit AS, SS. Donc là, maintenant, il faut vraiment qu'on fasse son électrophorèse, même qu'on veut se marier ou pas. Dès qu'on a ses enfants et tout, qu'on pense à leur faire une électrophorèse et que ça commence dès le bas âge et qu'on prépare l'enfant psychologiquement. C'est pas quand il va grandir et qu'il sera amoureux d'une femme qui va venir découvrir qu'il est drépanocytaire et là, ça va bloquer les trucs. Donc, c'est vraiment ça, le dépistage. Se dépister et être Oui. aussi conscient que c'est vrai que parce qu'il y a certains, ils sont AS, les deux parents sont AS, ils le savent pertinemment, mais ils se marient et il faut être conscient que c'est une maladie grave. Et que c'est vrai que vous, directement, les parents, vous ne souffrez pas, mais les enfants, ils souffrent énormément. Ils souffrent énormément et surtout quand ils sont mal suivis. Tant que toi, tu ne Oui. vis pas la chose, tu peux sous-estimer et tu peux te dire que, ok, je vais faire avec jusqu'à ce qu'il tombe malade tout le temps et après tu te dis, ah, moi, je suis fatiguée de l'enfant là. Pourtant, ce n'est pas l'enfant là qui fait. C'est vous qui avez décidé de les mettre au monde. Donc, il faut vraiment être conscient et voilà. Merci, docteur. Alors, quelle solution vous proposez pour la lutte contre la drépanocytose en Afrique subsaharienne au gouvernement? Au gouvernement. Je pense que Oui. c'est plus, je vais parler de l'électrophorèse. Déjà, qu'elle doit être gratuite et qu'elle doit être systématique, je pense. Un peu comme on fait le test de VIH quand le patient vient à l'hôpital et tout, qui est gratuit. On doit faire des électrophorèses systématiques et gratuitement. Et je pense que, et aussi, déjà, je pense que la prise en charge, elle est subventionnée. Donc, Oui. la prise en charge, elle est subventionnée au Cameroun. Je pense qu'on doit faire plus de pauses publicitaires, même si c'est au niveau des télévisions. Il y a des chaînes nationales qui sont gérées par le gouvernement.